Bonjour. Lorsque vous faites votre étude sur la proportion de mercure qu'il y a dans les cheveux des populations du bassin de l'Amazone, vous dites donc que ça a dépassé 10 microgrammes par gramme, je crois, et donc ça a dépassé les normes admises. Mais il y a un problème qui se pose. Est-ce que c'est parce qu'ils ont ingéré du mercure ou bien est-ce parce qu'ils se sont baignés dans des eaux de lessivage qui contiennent du mercure? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là. Donc j'ai dit que le mercure venait des poissons qu'ils consommaient. Et comment vous faites la différence? S'ils se sont lavés avec de l'eau qui est de l'eau de lessivage? Parce qu'à ce moment-là, avec les isotopes, on peut distinguer entre les isotopes qui sont du mercure, qui sont dans l'eau. Et en fait, il y a une différence. Quand vous prenez l'isotope, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le fractionnement isotopique. Et donc, il y a un changement de rapport des isotopes entre le schiste qui contenait le mercure au départ, et puis à fur et à mesure, quand vous changez de système, vous avez donc les rapports sont modifiés, et on peut donc essayer de quantifier en fait les sources grâce à cela. Ça, c'est vraiment un outil extrêmement important. Aujourd'hui, dans la répression des fraudes, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Pour les jus d'orange. Voilà. Pour les vins, les jus d'orange, comme le dit Lydie, etc. Donc on peut savoir exactement. Alors maintenant, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que quand les gens le savent, quand les industriels le savent, ils font des mélanges. Comme ça, vous n'avez plus ce moyen-là. Il faut, puisque vous parlez de ça, il y a un point important, c'est que sur la chimie isotopique et sur les isotopes, la législation au Japon, aux États-Unis et en Europe donc, sont différentes. Aux États-Unis, si un produit quelconque alimentaire a la même composition isotopique que ce qui se passe dans le milieu naturel, eh bien, on considère qu'il est naturel, même s'il a été synthétisé. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas. En Europe, ce n'est pas le cas. Voilà. Autre question? Ouais. Attends, Hélène, vas-y. Oui, je veux dire, actuellement, on est capable de faire ce genre de mesures, mais je suppose qu'en fait, les écarts de distribution isotopique dus, en fait, bon, voilà, ça fait du tri, hein, n'importe où ça va, ça fait du tri. Ça joue sur des centièmes, enfin, je veux dire, c'est des effets petits, mais qu'on sait maintenant mesurer correctement, qu'on ne savait probablement pas numériser, avoir correctement il y a 30 ans ou 50 ans, peut-être, dans la précision des mesures. Alors, détrompez-vous. Non, c'est justement ma question. C'est des gros effets ou des petits entre... Les différences sont très petites, on parle en delta, qui sont très faibles, mais il y a 50 ans, on savait le faire. La difficulté, c'était que pour faire une mesure, c'est exactement comme aujourd'hui, quand je fais un clonage, ou quand j'essaie de... Pas un clonage, mais quand je fais un séquençage de gènes, ça se fait très rapidement. À l'époque, il fallait plusieurs semaines pour avoir une valeur. Voilà. À partir du moment où les premiers spectromètres de masse ont été mis en place, on a pu le faire. Mais c'était très très long. Attends, justement, il y a une animation qui est prévue à Mourinx, pour ceux qui seraient par là à ce moment-là, au mois de mai, que Marie-Claude Fitor est en train d'essayer de monter sur justement la fraude dans le vin et qui pour opérer justement ce genre de problème. Non, ma question était sur l'atrazine. L'atrazine, si je me souviens bien, c'est un désherbant du maïs. C'est ça, hein, bon. Et il me semble avoir lu, mais il y a quelques années, qu'il y avait aussi un problème de pH, puisque tu as souligné que le pH était un facteur clé finalement dans tout ce phénomène, et que l'atrazine, suivant le pH du sol et donc suivant les lessivages, en fait fait par la pluie, les orages et autres, s'enfonçait plus ou moins dans les sols. Et donc, suivant les années, si les paysans avaient décidé de faire autre chose que du maïs, donc planter du blé ou n'importe quoi d'autre, que l'atrazine remontait, et évidemment, d'un seul coup, ils n'avaient plus de récolte puisque tout était désherbé. Est-ce que c'est un vague souvenir? Est-ce que ça te dit quelque chose? Pour qu'un polluant remonte dans un sol, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est... Par contre, pour l'atrazine, ce qui pose un problème, c'est que
l'atrazine n'est pas soluble, ou très peu soluble dans l'eau. Donc on revient à la question, le problème que j'avais soulevé tout à fait au départ en disant que le mercure pouvait être transporté par des particules, donc ce qu'on appelle le transport colloïdal. Et donc pour l'atrazine, la plupart des travaux qui ont été faits ont été faits sur des molécules pures, dans la plupart des cas. Tout simplement parce que on vient à ce que j'ai dit tout à l'heure et le problème que j'ai soulevé, puis souvent les producteurs, les industriels des phytosanitaires disent on vous donne le produit pur, alors qu'il faudrait travailler en fait sur le produit formulé. Puisque n'étant pas soluble, ou très peu soluble dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans le produit de formulation? Il y a des tensioactifs. Ces tensioactifs vont donc modifier les propriétés donc, de la molécule, et fait que la molécule va se trouver sous forme de micelle et va être transportée en fait sous la forme de micelle dans le système. Voilà. Et ça, c'est souvent complètement mis de côté parce que on oublie ce genre de choses, parce qu'on travaille sur la molécule pure. Quand nous, même en chimie analytique, moi je le vois, on a travaillé sur les organoétains, sur les tributylétains. C'était avec les gens de Pau, avec Michel Astruc, pour ceux qui se souviennent de lui. Eh bien, quand vous voulez travailler sur l'organoétain, le produit que vous utilisez, vous allez le dissoudre dans l'alcool, dans un alcool. Alors ça peut être du méthanol ou de l'éthanol. Et le fait d'avoir de l'éthanol dans le système fait que vous changez complètement en fait ses propriétés physico-chimiques dans l'eau. Et donc le fait, quand nous on a essayé, on a fait la différence entre l'avoir l'organoétain tout seul ou dissous dans l'éthanol, même s'il restait très peu d'éthanol dans le système. Et quand on travaillait des concentrations de l'ordre entre le nanogramme et le microgramme par litre, eh bien, le peu de méthanol ou d'éthanol qui restait faisait qu'on modifiait complètement les propriétés physico-chimiques du système. Voilà. Et ça, c'est un point qui est souvent sous-estimé, ce qui fait que quand vous voulez faire ensuite les analyses ou l'extraction, etc., eh bien ça modifie complètement les possibilités, les effets de matrice, même si vous travaillez les faibles concentrations. Donc les résultats qui sont publiés, des fois, ils ne sont pas corrects. Simplement parce que les gens n'ont pas intégré ça. Avec vos compétences à Toulouse, est-ce qu'on pourrait avoir une étude qui soit faite sur les boues rouges qui sortent de Gardanne? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est que la presse qui le dise, mais il n'y a rien vraiment de très scientifique qui ait été mis au point. Alors pour les boues rouges de Gardanne, donc avec des élèves de l'école, puisqu'on a monté à Toulouse maintenant une quinzaine d'années, donc une option qui s'appelle Génie de l'environnement, et on leur fait faire un projet, et il y a 3 ans, on les avait fait travailler sur justement les boues rouges du système, et en essayant de faire des calculs, cette fois-ci physico-chimiques, de spéciation, et essayer de voir un peu, en faisant aussi un modèle hydrodynamique qui regardait, en tenant compte de la bathymétrie et des courants marins dans la Méditerranée, ce qui pouvait se passer. Alors, comme c'est des travaux qui sont assez courts, et puis le problème, c'est les données que l'on a. Donc, ce qui sort de l'émissaire, qui est donc à quelques kilomètres de la Méditerranée, fait que on a obtenu des résultats, mais il y avait une discussion avec des collègues à Toulouse pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas déposer un projet ANR pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. C'était ça il y a 6 mois. Voilà, donc c'est des questions d'actualité. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui serait très important à faire. Et le problème, c'est d'accéder aux sites et aux données. Et on se retrouve dans beaucoup de cas où, par exemple, le glyphosate, là, on a plein de propositions de capteurs sur le glyphosate. Cette année, on l'a tourné autrement, mais l'an dernier, on a été mis dehors parce qu'on voulait proposer sur le glyphosate. Même la communauté scientifique n'est pas forcément ne joue pas le jeu. Vous auriez dû venir à Gardanne, on avait un ingénieur qui s'occupait du site qui nous fait une conférence pendant 1h30 sur le sujet. Bon, le problème essentiel, c'était de pomper en fait l'eau de la nappe phréatique, parce que justement le fait que l'usine est arrêtée, le niveau de l'inondation de la mine qui a été exploitée se fait de façon incontrôlée, du coup lessive beaucoup plus de zones polluées, et donc tout ça dans la Méditerranée. Donc le problème c'est de maintenir un pompage permanent, mais de maintenir un pompage permanent, c'est de mettre l'eau ailleurs. Ça veut dire la stocker, mais c'est pas un problème qui est pas simple du tout.
Le problème que tu soulèves sur les mines, c'est un problème essentiel, ça se retrouve dans toutes les mines. Que ce soit dans l'est de la France, ou à partir du moment où on a décidé d'arrêter le pompage, donc on a une remontée d'eau, ce qui fait qu'on a un front redox qui remonte et donc une oxydation de tous les minéraux sulfurés. Parce qu'au départ, je crois que c'est du fer 2 en fait. Oui, c'est ça, toujours. Non, c'est toujours le problème avec l'oxydation. On a un front redox qui est très, 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 très fort. Bon, après, au bout d'un certain temps, on tend vers un nouveau régime permanent, mais c'est tout l'effet transitoire qui est fondamental et qui est difficile des fois à quantifier. Surtout pour les chemins hydrodynamiques. On revient à la question d'hydrodynamique que j'ai soulevée tout à l'heure. D'autres questions? Est-ce que les populations boliviennes ont une symptomologie d'intoxication au mercure? Ces populations qui ont des... Alors, je répondrai très vite, c'est très simple. En fait, les populations ne meurent pas du mercure. Elles ont d'autres moyens de mourir, liés notamment aux pathogènes. Et c'est souvent ça qui provoque leur mort. Parce qu'il y a une hygiène qui fait que elles meurent souvent liées à l'hygiène et aux problèmes de parasites, etc. Mais ce n'est pas le mercure. Il faudrait qu'elles vivent plus longtemps pour qu'on puisse avoir vraiment une idée des symptômes. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut affaiblir les personnes, mais c'est souvent lié à d'autres... Notamment sur ce travail que j'ai présenté sur le mercure, donc c'était entre l'IRD, l'Institut de recherche et développement, et donc un des objectifs de l'IRD, c'était justement d'informer les populations pour essayer d'orienter aussi leur mode de consommation pour modifier ça. Sachant que, comme je viens de dire, le mercure n'est pas la cause de la mortalité des personnes, mais c'est d'autres causes. Vous avez parlé du stockage des déchets dans l'usine aurifère du sud de la France. Oui, c'est ça. Et vous avez parlé du stockage du cyanure. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été détruit? C'est très facile de détruire du cyanure. C'est très facile, mais quand vous avez une mine qui est là et c'était toute l'exploitation de la mine. Donc ils ont stocké ça sur... tous les déchets ont été stockés sur le versant quand on remonte vers l'Orbiel. Donc c'est la rive gauche de la rivière. Donc c'est simplement parce que c'était plus facile pour eux. Ils n'ont pas cherché. Dans beaucoup d'endroits, quand vous allez chercher dans les mines, quand il y a eu en Hongrie, là, il y a eu quelques années, le barrage là, qui s'est cassé. Oui. Vous avez dans le sud de l'Espagne, donc la fin des années 1990 aussi, le même problème avec un barrage. J'avais visité le site. Dans chaque cas, vous avez derrière le mur, vous avez des quantités de cyanure qui sont relativement importantes. Mais personne ne cherche à détruire. Après, ça part dans... Mais je comprends que de l'arsenic, ce soit difficile de le détruire parce qu'il reste de l'arsenic. Quant au cyanure, c'est une simple oxydation. Je pense qu'il est réduit en gaz carbonique et azote. Tellement stocké. Il y en a trop. On en a tellement stocké sans faire de précautions. Sans prendre de précautions. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ce que disait Jean-Michel. Il y a une chose importante, je ne l'ai pas dit. La Terre est une planète d'exception, liée justement à la vie. Et donc, là où nous sommes, ici, nous avons un potentiel d'oxyde de réduction qui est élevé. Mais si je creuse ici à 1 mètre, le potentiel d'oxyde de réduction, il se casse la figure. Et donc, j'ai pratiquement plus d'oxygène, ou très peu d'oxygène. Ou très peu, et les oxydants, ça sera qui? Ça sera le nitrate, le manganèse, etc. Voilà, dans la série. Donc, ça veut dire que, très rapidement, en fait, j'aurai plus les moyens d'oxyder. Donc, il n'y a que la partie superficielle qui pourrait être oxydée. Après, il n'y a plus d'échange. Et la consommation d'oxygène va se faire sur les quelques, je ne vais pas dire quelques centimètres, mais la dizaine de centimètres. Non, mais je pense aussi que depuis quelques années, qu'il y a une prise de conscience en fait de tous ces produits qu'on a utilisés, que l'industrie a utilisés pour exploiter les mines en particulier, qu'on a mis de côté sans précaution. Et je crois qu'il y a eu toute une époque où ça s'est passé comme ça, quel que soit le domaine
le domaine d'exploitation ou de production de produits chimiques. On n'a pas été attentif parce qu'on n'a pas fait attention suffisamment aux dangers que ça pouvait représenter. Et on se retrouve aujourd'hui avec des zones où effectivement il y a des stocks énormes et que ce que vous dites, ça pourrait se concevoir peut-être sur des kilogrammes, mais là on est à des échelles qui dépassent largement les kilogrammes. Et donc, que faire, quoi? Le nombre de sites est énorme, j'imagine. Oui. Et encore, là, on sait, mais je prends l'exemple de... Moi, j'ai visité une fois Saint-Avold, donc la carbochimie, le site. Et quand j'ai visité, donc il y a plein d'endroits libres. Et puis, je discutais avec la personne qui me dit, bah, ici, on ne construira jamais rien. On ne sait même pas ce qui a été stocké. On a parlé d'AZF, j'ai cité AZF. Sur le site d'AZF, si on fait une fosse, il y a déjà des gens qui y sont allés, ils sont morts d'asphyxie. Parce que quand on creuse, on se retrouve dans des conditions redox avec des gaz toxiques qui sont là et qui vont être émis. On n'a plus d'oxygène, plus rien. Donc le fait qu'ils sont en asphyxie complète. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc, et parce que même sur AZF, ou sur tout le site, il faut bien voir que ce site-là, c'est les anciennes poudrières de Toulouse. Et donc c'est des années et des années de stockage. Et sans qu'il y ait eu, à mon avis, aucune inscription, aucun suivi de la quantité de déchets qui était mise à cet endroit-là, ou dans d'autres aussi. Aucun suivi des quantités. Oui, et c'est pour ça que par rapport à tout à l'heure je vous parlais de l'ANDRA, c'est pour ça qu'au niveau du travail de l'ANDRA, ce qu'on essaie de faire, c'est justement faire en sorte que tout soit indiqué et qu'on sache exactement ce qui se fait, quelle couche géologique, les sédiments, etc., les ciments qui sont utilisés, le fer qui est utilisé ou les verres qui sont utilisés. Mais ça, c'est une première chose. Mais ça, on le sait aujourd'hui, on est en 2017. Dans 200 ans, on ne saura plus. Peut-être plus. C'est ça le gros problème. C'est comment est-ce qu'on va garder la mémoire de ça? Tout le monde dit, maintenant on peut stocker toutes les informations. Mais comment on fait le tri des informations? On en stocke tellement. Et puis il suffit d'un système magnétique, un changement magnétique, parce qu'on peut l'avoir sur la Terre, et fait que tous les ordinateurs, toutes les mémoires se vident. Et ça, on n'y pourra rien. Donc il y a toute cette conservation de la mémoire qui fait partie des questions que nous posons sur le stockage des déchets radioactifs. Si on envisage un site à 500 mètres de profondeur du côté de Bure, comment est-ce qu'on fait pour que dans 1000 ans, on sache que là, il y a des déchets radioactifs? Parce que les déchets, ils seront toujours là. Oui, la mémoire est effectivement un grand problème. Je revenais sur une chose par rapport à l'avenir. Ce que vous disiez, c'est au fond, quand on veut exploiter quelque chose pour en sortir des choses qui sont quand même utiles, si on les juge utiles au moins, bon, il faudrait, dès le départ, pour ne pas avoir le type de mémoire, regardez après, dès le départ se poser la question, bon, je veux sortir ceci, mais en même temps, il se trouvera que cela et cela se déplacent. Et qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je peux valoriser les autres choses? Je pense que la tendance, de ce point de vue-là, c'est en partie des réponses à ne peut pas être floc, et puis on oublie tout, puis après il faut reconstituer. Je crois que là, il faut être raisonnable. Et bien, seconde petite remarque, c'est que quand je vous entendais, c'est impressionnant, enfin, les variations des mesures qu'on peut avoir selon qu'on s'y prend de telle manière, de telle autre, etc. Le problème de l'explication et de l'échange avec le public, je dirais sur place, à un endroit donné, quand les gens sont vraiment motivés et que peut-être on peut prendre le temps de bien expliquer et tout. Mais quand je pense à ce qui passe dans les médias, vers le grand public qui n'est pas près de la mine, etc., et qui ne veut connaître que oui ou non. C'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est pas dangereux, point à la ligne. Évidemment, la réalité que vous avez décrite, et c'est celle-là qui devrait permettre de prendre les moins mauvaises solutions pour avancer.
eh bien, ça doit être très très dur d'arriver à imposer une approche. Et oui, c'est compliqué. Et on ne simplifiera pas. Et on n'arrangera pas les choses en les simplifiant à outrance. Voilà, en gros. Je vais répondre à vos 2 points, ou commenter vos 2 points. Sur le premier point, je dirais que je suis assez pessimiste sur la conservation de la mémoire. Il suffit de prendre notre histoire, celle de France, et de regarder ce qui s'est passé aussi bien dans le passé, au niveau de la guerre des religions ou la Révolution française. On est en train de condamner ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh, par exemple. Mais à la Révolution française, on a fait la même chose. On a détruit toute une partie de la mémoire du passé. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste de cela. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait des fous qui prennent le pouvoir, et on peut donc détruire toute une partie de la mémoire, et donc cette information qui est nécessaire pour le futur. La deuxième partie, j'ai commencé mes cours là, que je fais à l'école de l'ANSI 7. En première année, je fais un cours d'introduction à la chimie analytique. J'ai fait la même chose en chimie pour l'environnement. J'ai un cours qui s'appelle Introduction à la chimie pour l'environnement. Je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez le glyphosate ? 50 élèves de chaque côté. Il y a une personne qui m'a dit, et qui était devant moi, qui m'a dit, monsieur, c'est la molécule qui est dans le Roundup. Les autres ne savaient pas. Voilà. Donc j'ai tout dit. Et ce que vous venez de dire sur le fait que ce doit être simplifié aujourd'hui, si vous donnez aux étudiants, même en école d'ingénieur, des équations, eh ben, ils ne vont pas choisir ces cours-là. Ils vont choisir ceux où il y a du blabla. Non. Et justement, je vais vous donner une chose, parce que je suis co-responsable d'un master qui ne se produit pas en France. Donc c'est un des... Orsay fait partie des partenaires du consortium, c'est le consortium USTH, Université des Sciences et Technologies de Hanoï. Donc je vais régulièrement à Hanoï donner des cours. Là, je n'ai pas la même population. Là, j'ai des gens qui ont envie d'apprendre. Et qui sont là pour justement se dire on est à tel niveau, on veut atteindre celle-là, et on a besoin de connaissances, et cette fois-ci, les équations, on en a besoin. Je partage tout à fait votre avis sur le fait que malheureusement, au niveau des médias, il faut souvent que nous répondions par oui ou par non, et que tout doit être bien ou mal, et qu'il ne peut pas y avoir de milieu et d'explication. C'est vrai que c'est très difficile de... Je me suis trouvée à Dijon, à l'occasion de l'édition de Beaune, invitée à FR3 pour aller présenter l'édition Chimie et Terroir. Et on m'a proposé d'être sur le plateau dès le début du journal. Et donc je dis oui, pourquoi pas, ça me permettra de voir comment ça se passe, c'était une expérience. Et j'étais terrifiée quand est arrivé le temps où j'allais faire la pub pour Chimie et Terroir, parce que pendant les sujets qui précédaient, il était question de jeunes qui avaient déversé un produit chimique en bas d'un escalier d'immeuble. Et dans le deuxième sujet, il s'agissait de taper sur les chimistes qui utilisaient des produits qui faisaient que les abeilles mouraient dans l'environnement. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête quand je vais passer à l'antenne. Et puis bon, ce journaliste-là était intelligent, il ne m'a pas du tout embêté. En revanche, je me souviens d'un autre beaucoup plus agressif. Vous étiez dans la salle d'ailleurs, c'était à la période de la découverte, ce que tu avais organisé, Jean-Michel, dans l'occasion d'un échange entre les journalistes et les chimistes. Ça s'appelait Sciences et Médias, je crois. C'était en 2012, janvier 2012, je crois. Et on était plusieurs à avoir été invités, à avoir participé à l'année internationale de la chimie et à avoir... été invité pour dire comment notre année s'était passée, en particulier dans nos relations avec les journalistes. Et comme se trouve que comme en ce moment, il y avait le procès en appel d'AZF, et ce journaliste m'a demandé comment je me sentais en tant que chimiste à Toulouse avec l'histoire d'AZF.
alors que ça n'avait absolument rien à voir avec le sujet et le thème pour lequel j'étais là. Et c'est vrai que c'est agaçant. Quelquefois, on est agacé par ces réactions primaires, je dirais, et qui font qu'on a du mal je veux dire, à montrer aux gens qu'on peut discuter, qu'on peut échanger, et qu'il peut y avoir, on peut entendre les avis de chacun. Les gens peuvent être pour, contre certaines choses qui sont faites par des chimistes, mais qu'on est là pour être dans la discussion et que ça n'est pas tout blanc ou tout noir, comme veulent le montrer, et puis surtout garder le tout noir dans la plupart du temps. Je rajouterais juste une chose, c'est que quand on va dans les médias, et notamment à la télévision, on a droit à combien, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Donc pour arriver à dire exactement et avoir un discours qui soit cohérent, c'est quand même relativement difficile. Sinon on fait de la com, on fait du marketing, mais c'est plus de la science. J'avais encore une réflexion qui me venait à l'esprit. Dans les difficultés, il faut forcément rentrer dans des détails et tout. Et vous êtes revenu sur le problème de la mémoire et de la manière dont elle s'efface. Et vous avez fait une allusion aussi au site pour enfouir les déchets radioactifs, etc. Et dans ce genre de discussion, moi, j'ai toujours tendance à dire, on n'échappe pas, si on ne veut pas basculer, il n'y a pas de problème, ou il n'y a pas de solution, forcément à hiérarchiser et à comparer. Et bien, sur le problème de la mémoire, je dis être capable de tout faire pour la mémoire sur, disons, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, peut-être 500, à la rigueur, peut-être encore un peu plus. C'est une bataille à mener très fort. Mais quand on m'explique qu'il faut garder la mémoire sur 10 000 ans, par exemple, je réponds, alors réfléchissons 2 secondes à l'évolution de l'humanité. Essayons d'imaginer, nous ne pouvons pas projeter au-delà, je dirais, de 500 ans, notre humanité d'aujourd'hui en train de se poser des questions de... Elle sera peut-être en train de pires problèmes que nous, ou elle aura disparu, ou elle aura trouvé de meilleures solutions que nous. Je crois que c'est important de donner aux gens une perspective, parce que sans ça, on s'affole, ou on dit que, tant pis, on a toujours fait comme ça, pourquoi on ne continuerait pas, point. Et ça ne va pas plus loin. C'est pour ça que c'est intéressant d'être dans ce groupe de réflexion, parce que il y a des scientifiques, mais il y a aussi des gens des sciences humaines et sociales, de façon à nous apporter aussi d'autres modes de pensée et de dire et des questionnements comme vous le faites. La philosophie est importante. Voilà. Donc, on va peut-être arrêter là. Merci beaucoup aux 2 intervenants. Je voudrais juste finir sur une note peut-être un peu plus optimiste, parce que c'est vrai que je trouve que la discussion à la fin a pris un tour un peu pessimiste. Moi, la note optimiste, c'est tout ce que Lydie nous a présenté avec Chimie et Terroir. On voit justement par rapport à cette tendance des médias à vouloir caricaturer et puis à jamais donner la complexité, la compréhension de la complexité, ça demande du temps. Et le temps, c'est ce dont les médias disposent le moins, même s'ils en prennent pour nous répéter en boucle les mêmes informations 12 fois par jour. Mais pour expliquer, non, ça, il n'y a pas de temps. Et là, on voit quand même que dans ce que vous nous avez montré, les gens sont intéressés, les gens viennent, donc il y a des moyens de s'adresser au public et de faire comprendre les problèmes et les enjeux. Et je crois que j'aimerais vraiment finir sur cette note un peu plus optimiste. Voilà.